Le texto est arrivé à 23h23, un mardi soir. J'étais assis dans notre bureau à la maison, en train de finir les rapports trimestriels pour l'entreprise de construction que j'avais bâtie à partir de rien au cours des 15 dernières années. Mon téléphone a vibré et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant peut-être à une urgence d'un client ou à un membre de mon équipe qui vérifiait quelque chose pour le chantier du lendemain. À la place, j'ai reçu 4 mots qui allaient tout changer. Ne m'appelle pas ce soir. J'ai fixé ces mots, les relisant 3 fois pour être sûr de ne pas mal comprendre. Ma femme Jessica m'avait envoyé ce texto d'où qu'elle soit, où qu'elle ait été pendant les 6 dernières heures après m'avoir dit qu'elle allait au club de lecture chez son amie Amanda. Un club de lecture qui, apparemment, exigeait qu'elle se mette sur son 31 dans cette robe noire que je ne l'avais vue porter que 2 fois auparavant, les 2 fois dans des restaurants chics où nous célébrions nos anniversaires. Un club de lecture qui exigeait du parfum frais, celui, coûteux, qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Un club de lecture qui l'a fait vérifier son téléphone 17 fois pendant le dîner, souriant à des messages qu'elle inclinait hors de ma vue. J'ai tapé une simple question en retour. Pourquoi ? 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, sa réponse est arrivée. Je ne suis pas ta propriété, Nathan. Je suis une adulte. Je rentrerai quand je rentrerai. Arrête d'essayer de me contrôler. La contrôler. C'est donc de ça qu'il s'agissait, selon elle. Pas de l'inquiétude pour ma femme depuis 12 ans qui avait quitté la maison à 18h pour un club de lecture censé se terminer à 21h et qui, d'après ma montre, approchait maintenant de minuit. Pas de l'angoisse pour la femme avec qui j'avais bâti une vie, la mère de notre fille Sophie, qui dormait paisiblement à l'étage, ignorant complètement que sa mère était quelque part en train de faire Dieu sait quoi. Je suis resté assis dans ce bureau, entouré de plans et de dossiers de projets, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas vraiment de la colère. C'était de la lucidité. Le genre de lucidité froide et cristalline qui tranche le déni comme un couteau dans du beurre. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé ma réponse. Mes doigts étaient stables malgré la façon dont mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Tu as absolument raison. Tu n'es pas ma propriété et je ne suis plus ton mari. Ne rentre pas à la maison. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter de moi. Puis j'ai fait quelque chose que j'évitais depuis 3 mois. J'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur intitulé Audit financier 2024 et j'ai cliqué sur le sous-dossier que j'avais créé il y a 6 semaines, celui intitulé Preuve. Parce que voici ce que Jessica ne savait pas. Je suis entrepreneur dans le bâtiment, ce qui signifie que je suis doué pour les détails. Je remarque quand les choses ne collent pas, quand les mesures sont fausses, quand les matériaux ne correspondent pas aux spécifications, quand quelqu'un essaie de cacher un travail de mauvaise qualité derrière une nouvelle couche de peinture. Et depuis 3 mois, rien dans le comportement de ma femme ne collait. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Le nom de Jessica s'est allumé sur l'écran, sa photo de notre anniversaire de l'année dernière, me souriant comme si elle croyait encore aux vœux que nous avions prononcés. J'ai refusé l'appel et j'ai vu un texto arriver. Nathan, ne sois pas ridicule. Nous devons en parler. Un autre appel refusé. Réponds à ton téléphone. J'ai retourné le téléphone face contre le bureau et j'ai ouvert le premier fichier de mon dossier de preuve. Des relevés bancaires montrant des retraits d'espèces tous les mardis et jeudis depuis 2 mois. Toujours $200, toujours au distributeur près de la salle de sport où elle prétendait s'être inscrite. La salle de sport qui, lorsque j'avais appelé pour demander à m'ajouter à son abonnement, m'a dit qu'il n'avait aucune trace de l'inscription d'une Jessica Garrison. Mon téléphone vibrait constamment maintenant, bourdonnant contre le bureau comme un frelon en colère. Je l'ai pris juste assez longtemps pour voir que j'avais 15 appels manqués en l'espace de 3 minutes. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà été dans une relation où vous saviez que quelque chose n'allait pas sans pouvoir le prouver, si vous avez déjà ressenti ce nœud dans l'estomac quand l'histoire de votre partenaire ne correspond pas tout à fait à la réalité, alors je vous demande de rester avec moi, car ce que je vais vous raconter va bien au-delà d'une simple infidélité. Il s'agit de tromperie à un niveau que je n'aurais jamais cru possible, et la façon dont j'ai géré la situation a non seulement changé ma vie, mais a aussi exposé un tissu de mensonges qui se construisait depuis plus longtemps que je ne l'aurais imaginé. Avant de passer à la suite, si vous appréciez les histoires où l'on se défend et où l'on ne se laisse pas marcher sur les pieds, appuyez sur le bouton s'abonner, laissez un commentaire ci-dessous en me disant si vous avez déjà surpris quelqu'un en flagrant délit de mensonge et ce que vous avez fait, et explosez ce bouton j'aime, parce que ce qui se passe dans cette histoire est absolument dingue.
Le fichier suivant dans mon dossier contenait les relevés de carte de crédit. Jessica avait sa propre carte, une que je lui avais donnée des années auparavant pour les dépenses du ménage et les urgences. Je lui faisais entièrement confiance. Je n'ai jamais remis en question une seule dépense. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous étions mariés. Nous étions partenaires. Sauf que les partenaires ne dépensent pas $3 400 dans un hôtel du centre-ville en l'espace de 2 mois. Les partenaires ne font pas d'achats réguliers dans un magasin de vêtements pour hommes du quartier chic. Les partenaires n'achètent pas de steak et de vin coûteux dans des restaurants qu'ils prétendent n'avoir jamais visités. J'ai découvert tout cela par accident. Notre comptable avait signalé des dépenses professionnelles inhabituelles le mois dernier. Et en examinant tout pour régler le problème, j'avais remarqué des frais sur la carte de Jessica qui n'avaient aucun sens. Un soir, au dîner, quand j'avais nonchalamment mentionné les frais d'hôtel, demandant si sa carte avait peut-être été volée, elle s'était mise sur la défensive. C'était pour la surprise d'anniversaire d'Amanda, avait-elle dit, sans croiser mon regard. On s'est toutes cotisées pour une journée au spa. J'ai payé avec ma carte et elles m'ont remboursé en espèces. Pourquoi est-ce que tu m'interroges là-dessus? L'anniversaire d'Amanda est en mars. Nous étions en septembre. Et les frais remontaient à juillet. C'est à ce moment-là que j'avais commencé à vraiment faire attention. Et une fois qu'on commence à regarder, à vraiment regarder, les fissures dans les fondations deviennent impossibles à ignorer. Mon téléphone s'était calmé. 27 appels manqués maintenant. Puis un texto qui m'a fait serrer la mâchoire. Nathan, je rentre tout de suite. Ne fais rien de stupide. On peut arranger ça. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai répondu rapidement. J'ai changé les serrures. Tes vêtements sont en train d'être emballés. Tu pourras les récupérer demain. Mon avocat te contactera. Cette dernière partie était du bluff. Je n'avais pas encore appelé d'avocat, mais je le ferai à la première heure le lendemain matin. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Le message qui est arrivé était désespéré. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pense à Sophie. Pense à notre famille. J'ai fait une erreur, mais on peut réparer ça. Laisse-moi juste rentrer et t'expliquer. Pensez à Sophie. Notre fille de 10 ans qui vénérait sa mère, qui voulait toujours que Jessica l'aborde tous les soirs, qui n'avait aucune idée que les fondations de son monde entier étaient construites sur des mensonges. J'étais en train de penser à Sophie. Je pensais à l'exemple que je donnerais si je laissais quelqu'un me traiter comme un idiot, si j'acceptais la trahison en appelant ça de l'amour, si j'apprenais à ma fille qu'il était normal que les gens vous mentent tant qu'ils s'excusaient après. J'ai ouvert le fichier suivant. Celui-ci était le plus douloureux. C'était une série de captures d'écran de l'iCloud de Jessica, auquel j'avais accès depuis que nous avions eu nos premiers iPhones des années auparavant. Nous avions configuré le partage familial pour les photos et les documents, sans jamais penser qu'il y aurait une raison de ne pas se faire confiance avec cet accès. Les messages provenaient d'un contact enregistré sous le nom de Amanda Club de lecture. Mais Amanda, la vraie Amanda, avait envoyé des messages à Jessica depuis un autre numéro. Je le savais parce qu'Amanda m'avait envoyé un texto la semaine dernière pour que j'aille chercher Sophie à l'entraînement de foot. Cette Amanda Club de lecture était en fait quelqu'un d'autre. Et les messages entre eux ne parlaient pas de livres. J'ai hâte de te voir ce soir. Même endroit. Porte la robe que j'aime. La nuit dernière était incroyable. Tu es tout ce à quoi je pense. Les messages remontaient à 4 mois. 4 mois pendant lesquels ma femme menait une liaison juste sous mon nez, me mentait en face tous les jours, m'embrassait pour me dire au revoir le matin puis envoyait des textos à un autre homme desquels pensait que je ne faisais pas attention. Mais c'est là que ça devient encore pire. Car en parcourant ces messages, en construisant mon dossier, en me préparant au divorce que je savais inévitable, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Et la réponse des Amanda Club de lecture, je t'avais dit qu'il serait à côté de la plaque. Les mecs comme lui le sont toujours, trop occupés à construire leurs petits empires pour remarquer quand leurs femmes ont besoin de quelque chose de plus. Les mecs comme lui. Comme si c'était de ma faute, d'une manière ou d'une autre. Comme si travailler 60 heures par semaine pour bâtir une entreprise prospère qui payait notre belle maison, l'école privée de notre fille, le SUV de luxe que Jessica conduisait, les vacances à Hawaï et en Europe. Comme si tout cela signifiait que je méritais d'être trompé. Mon téléphone a de nouveau sonné.
Cette fois, ce n'était pas Jessica. C'était sa mère, Patricia, qui appelait de la maison de retraite où elle vivait depuis son AVC l'année dernière. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Nathan? La voix de Patricia était faible mais pressante. Jessica vient de m'appeler en pleurant. Elle a dit que tu l'avais mise à la porte. Que se passe-t-il? J'ai pris une profonde inspiration. Patricia avait toujours été gentille avec moi, m'avait traité comme le fils qu'elle n'avait jamais eu. Elle ne méritait pas d'être au milieu de tout ça. Patricia, je ne veux pas te contrarier, mais Jessica n'a été honnête ni avec toi, ni avec moi. Elle a une liaison. J'ai trouvé des preuves ce soir et je lui ai dit de ne pas revenir. Je suis désolé que tu la prennes de cette façon. Silence à l'autre bout du fil. Puis, doucement, depuis combien de temps? Au moins 4 mois, peut-être plus. Plus de silence. Puis Patricia a dit quelque chose qui m'a surpris. Je le craignais. Le mois dernier, quand elle est venue me voir, elle était différente, distraite. Elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone et de lui sourire comme une adolescente amoureuse. Je lui ai demandé si tout allait bien entre vous deux, et elle a dit que tout allait bien, mais je savais qu'elle mentait. Une mère sait. Je suis désolé, Patricia. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Ne t'excuse pas, Nathan. Tu n'as été que bon pour ma fille. Tu ne méritais pas ça. Sa voix a vacillé. Qu'est-ce que tu vas faire pour Sophie? C'était la question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'allais faire pour Sophie? Je vais la protéger, ai-je dit fermement. Je vais m'assurer qu'elle sait qu'elle est aimée, et je ferai tout mon possible pour minimiser les dégâts. Mais je ne lui mentirai pas, et je ne lui apprendrai pas qu'il est acceptable d'accepter la trahison. Patricia est restée silencieuse un moment. Tu es un homme bon, Nathan. Meilleur que ce que ma fille mérite en ce moment. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu m'appelles. Je suis peut-être coincé dans ce lit, mais je peux encore raisonner les gens quand il le faut. Après avoir raccroché avec Patricia, je suis resté assis dans mon bureau un long moment, écoutant la maison se calmer autour de moi. À l'étage, Sophie dormait, rêvant de ce dont rêvent les enfants de 10 ans. Demain, son monde serait différent. Demain, je devrais trouver comment lui expliquer que maman ne vivrait plus ici, que notre famille était brisée d'une manière que je ne pouvais pas réparer. Mon téléphone avait cessé de vibrer. Je l'ai vérifié et j'ai vu que j'avais 53 appels manqués de Jessica et un dernier texto arrivé il y a 20 minutes. Je suis chez la vraie Amanda. Elle me dit que je fais une énorme erreur en jetant notre mariage par la fenêtre pour une seule erreur. Mais je sais que ce n'est pas une seule erreur. Je sais que tu as tout trouvé. Je veux juste que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'est juste arrivé. S'il te plaît, ne me déteste pas. C'est juste arrivé. Comme si elle avait trébuché et était tombée dans le lit d'un autre homme à plusieurs reprises pendant 4 mois. Comme si les mensonges, la tromperie, l'argent volé, les appels secrets, comme si tout cela n'était qu'un accident cosmique sur lequel elle n'avait aucun contrôle. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai cherché un meilleur avocat en divorce de l'État. J'ai lu les avis, comparé les tarifs, fait une liste des 5 meilleurs candidats. Puis j'ai rédigé un email expliquant ma situation en termes brefs et professionnels, et je l'ai programmé pour qu'il soit envoyé à 8 heures du matin aux 5 cabinets. À minuit, j'avais un plan. À la première heure, j'appellerai mon frère Eric et lui demanderai de venir rester avec nous quelques jours pour m'aider avec Sophie. Eric était thérapeute familial, il avait traversé son propre divorce compliqué il y a 5 ans et saurait mieux que moi comment gérer cette situation. Ensuite, je m'assierai avec Sophie avant l'école et j'aurai la conversation qu'aucun père ne veut jamais avoir. Je resterai simple, adapté à son âge, en me concentrant sur le fait que maman et papa allaient vivre séparément maintenant, mais que cela n'avait rien à voir avec elle, et que nous l'aimions tous les deux très fort. Après ça, j'irai à la banque et je séparerai nos finances. Le nom de Jessica serait retiré de tout, sauf de son propre compte personnel, sur lequel je m'assurerai qu'il y ait assez d'argent pour qu'elle puisse prendre un appartement et subvenir à ses besoins de base. Je n'étais pas cruel. Je ne la voulais pas à la rue. Je la voulais juste hors de ma vie. Le dossier de preuve sur mon ordinateur contenait un dernier fichier que je n'avais pas encore ouvert. Je l'avais gardé pour la fin car je savais que ce serait le plus douloureux.
C'était un fichier vidéo enregistré par la caméra de surveillance que j'avais installée dans mon camion il y a 3 mois après qu'on me l'ait forcé sur un chantier. La caméra faisait face à l'allée et enregistrait automatiquement dès qu'elle détectait un mouvement. J'avais examiné des séquences au hasard juste pour m'assurer que la caméra fonctionnait correctement quand j'avais surpris quelque chose que je n'étais pas censé voir. Jessica dans notre allée, embrassant un homme que je n'avais jamais vu. Pas un petit baiser d'au revoir, mais un baiser long et passionné qui a duré près d'1 minute. Ses mains dans ses cheveux, son corps pressé contre le sien, là, où n'importe quel voisin aurait pu voir, où Sophie aurait pu voir si elle avait regardé par la fenêtre de sa chambre. L'horodatage de la vidéo datait d'il y a 2 semaines, un mardi après-midi, alors que j'étais sur un chantier à 2 heures de route, quand Jessica m'avait dit qu'elle était à la maison toute la journée à faire la lessive et préparer les repas. Quand j'avais appelé pour prendre des nouvelles, elle avait répondu joyeusement, m'avait parlé du poulet qu'elle faisait mariner pour le dîner, m'avait demandé comment avançait le projet, tout ça alors que cet homme était probablement assis dans mon salon, buvant mon café, assis sur mon canapé, respirant mon air. J'ai regardé la vidéo 3 fois, mémorisant le visage de l'homme, sa carrure, sa façon de se tenir. Il était plus jeune que moi, peut-être au début de la trentaine, habillé en tenue de ville décontractée, beau de cette manière générique que certaines femmes semblent trouver irrésistible. Puis j'ai fait quelque chose qui n'était probablement pas tout à fait légal, mais que je devais faire quand même. J'ai passé son numéro de plaque d'immatriculation dans une base de données à laquelle un de mes sous-traitants avait accès. Le genre de base de données qui affiche les noms, adresses, historique d'emploi. Son nom était Tyler Brennan. Il travaillait comme représentant pharmaceutique. Il vivait dans un complexe d'appartements à 15 minutes de chez nous. Et selon ses réseaux sociaux, qui étaient commodément publics, il était célibataire, aimait le fitness et les voyages, et avait récemment posté une photo dans le même restaurant où la carte de crédit de Jessica montrait de multiples dépenses. La légende de cette photo disait « Le meilleur endroit pour un rendez-vous en ville. Nourriture incroyable et compagnie encore meilleure. » Les commentaires étaient pleins de femmes demandant qui était l'heureux élu. Tyler avait répondu avec un emoji clin d'œil et un gentleman ne dit rien. J'ai fait des captures d'écran de tout, je les ai ajoutées à mon dossier de preuves, j'en ai envoyé des copies à moi-même à 3 adresses e-mail différentes au cas où, parce que je savais ce qui allait arriver. Je savais que Jessica essaierait de tout nier, de minimiser, de me faire sentir que je surréagissais ou que j'étais paranoïaque ou d'une manière ou d'une autre responsable de ses choix. Mais j'avais des preuves indéniables, documentées, horodatées. Et j'allais utiliser chaque morceau pour m'assurer de sortir de ce divorce avec tout ce qui comptait, ma fille, mon entreprise et mon amour-propre. À 1 heure du matin, je suis finalement monté. J'ai vérifié Sophie, les regardé dormir quelques minutes. Ce petit être humain parfait qui ne méritait aucune de la douleur à venir. Je l'ai embrassé doucement sur le front et lui ai promis silencieusement que je ferais tout en mon pouvoir pour la protéger du pire. Puis je suis allé dans la chambre principale, celle que j'avais partagée avec Jessica pendant 12 ans, et j'ai commencé à emballer ses affaires dans des valises. Je n'étais pas vindicatif, je ne jetais pas les choses ou n'étais pas négligent. Je pliais ses vêtements soigneusement, plaçais ses bijoux dans des boîtes rembourrées, enveloppais ses chaussures dans du papier de soie. Mais j'étais minutieux. Chaque objet qui lui appartenait allait dans ses valises. Chaque rappel de notre mariage raté était systématiquement retiré de mon espace. À 3 heures du matin, j'avais 6 grandes valises et 4 cartons emballés et prêts à partir. Je les ai tous descendus au garage et les ai empilés proprement près de la porte. Puis j'ai envoyé un dernier texto à Jessica. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai complètement éteint mon téléphone, je suis retourné à l'étage et j'ai réussi, d'une manière ou d'une autre, à m'endormir dans la chambre d'amis, celle qui ne sentait pas le parfum de Jessica et ne portait pas les souvenirs de toutes les nuits où je l'avais tenue dans mes bras, croyant qu'elle était à moi et que j'étais à elle. Le lendemain matin est arrivé trop vite. Je me suis réveillé à 6 heures du matin avec mon réveil, j'ai rallumé mon téléphone et l'ai immédiatement regretté. 78 appels manqués, 43 textos, 3 messages vocaux. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je n'ai pas lu la plupart des textos, mais je les ai parcourus assez pour en saisir l'essentiel. Jessica était désolée. Jessica avait fait une erreur. Jessica m'aimait. Jessica voulait arranger les choses. Jessica était prête à suivre une thérapie. Jessica ferait n'importe quoi pour réparer ça. Tout, sauf prendre ses responsabilités. Tout, sauf admettre que ce n'était pas juste une erreur.
C'étaient des mois de choix délibérés pour me tromper, pour trahir nos vœux, pour risquer notre famille pour une aventure avec un représentant pharmaceutique qui lui disait probablement tout ce qu'elle voulait entendre. J'ai d'abord appelé Eric. Il a répondu à la deuxième sonnerie, déjà réveillé et à la salle de sport d'après le bruit de fond. Nathan, quoi de neuf? Tu n'appelles jamais si tôt. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu venir rester avec nous quelques jours? Sophie va avoir besoin de quelqu'un qui sait comment gérer ce genre de choses mieux que moi. Gérer quel genre de choses? La voix d'Eric est passée de décontractée à inquiète. Nathan, que s'est-il passé? Jessica a une liaison. Je l'ai découvert hier soir et je lui ai dit de ne pas revenir. Je demande le divorce, mais j'ai besoin d'aide pour le dire à Sophie et m'assurer qu'elle va bien à travers tout ça. Silence. Puis Eric a dit quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point j'avais besoin de l'entendre. Je serai là dans 1 heure. Ne t'inquiète pas, mon frère. On va traverser ça ensemble. À 7 heures du matin, Eric était assis à ma table de cuisine, buvant du café et m'écoutant lui expliquer tout ce que j'avais découvert. Il n'a pas interrompu, n'a pas jugé, il a juste écouté avec le calme professionnel de quelqu'un qui avait aidé des dizaines de familles à naviguer dans cette situation exacte. Quand j'ai eu fini, il a posé sa tasse de café et m'a regardé droit dans les yeux. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais que ce n'est pas ce que tu ressens en ce moment, et je sais que les prochaines semaines vont être un enfer, mais tu as fait ce qu'il fallait. Sophie a besoin de voir que son père se respecte assez pour ne pas accepter la trahison. C'est une leçon qui lui servira toute sa vie. Comment je lui dis, ai-je demandé. Comment j'explique que sa mère est partie sans qu'elle déteste Jessica ou qu'elle pense que c'est de sa faute? Eric a sorti un bloc-notes et a commencé à esquisser un cadre pour la conversation. Un langage adapté à son âge. Se concentrer sur les faits sans détails inutiles. La rassurer sur le fait qu'elle était aimée et que ce n'était pas sa faute. Maintenir une structure et une routine pour qu'elle se sente en sécurité. Nous avons passé 1 heure à tout planifier, à répéter ce que je dirais et comment je gérerais les questions que je savais à venir. Au moment où Sophie s'est réveillée à 8 heures du matin, je me sentais aussi prêt que possible pour la conversation la plus difficile de ma vie. Sophie est descendue en pyjama, se frottant les yeux. Papa, tonton Eric? Qu'est-ce que vous faites ici si tôt? Viens t'asseoir, ma chérie, ai-je dit, tapotant la chaise à côté de moi. Nous devons parler de quelque chose d'important. Le visage de Sophie est passé de la confusion à l'inquiétude en un instant. Où est maman? Est-ce qu'elle va bien? Maman va bien, l'ai-je rassuré rapidement. Elle reste chez tante Amanda pendant un moment, mais nous devons parler de certains changements qui vont se produire dans notre famille. Je n'entrerai pas dans tous les détails de cette conversation car elle est privée. C'est l'histoire de Sophie, à elle de la raconter un jour si elle le choisit. Mais je dirais que ce fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, de voir le visage de ma fille se décomposer alors qu'elle réalisait que ses parents n'allaient plus être ensemble. De la voir essayer d'être courageuse même si des larmes coulaient sur ses joues. Eric a été incroyable avec elle, sachant exactement quand parler et quand la laisser pleurer, quand la rassurer et quand lui donner de l'espace pour digérer. À la fin de notre conversation, Sophie comprenait les bases. Maman et papa allaient divorcer. Elle vivrait principalement avec moi, mais verrait sa mère régulièrement. Rien de tout cela n'était de sa faute, et nous l'aimions tous les deux plus que tout au monde. Je peux appeler maman? Demanda doucement Sophie. Bien sûr que tu peux, ma chérie. Quand tu veux. Ta relation avec ta mère est distincte de ce qui se passe entre elle et moi. Sophie a hoché la tête et est retournée dans sa chambre avec son téléphone. Eric et moi sommes restés assis dans un silence lourd, sachant tous les deux que Sophie mettrait des années à digérer cela, que l'impact total ne la frapperait pas d'un coup, mais se révélerait par vagues à mesure qu'elle grandirait et comprendrait davantage. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jessica. Tu l'as dit à Sophie? Oui. Je veux lui parler. Elle est en train de t'appeler. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu. Pas de réponse. Les avocats que j'avais contactés par email ont commencé à rappeler vers 9 heures du matin. J'ai parlé avec 3 d'entre eux, posé des questions détaillées sur le calendrier, les coûts et la stratégie. La 3e, une femme nommée Sarah Chen, réputée pour être dure mais juste, m'a semblé être le bon choix. D'après ce que vous me dites, dit Sarah, cela devrait être relativement simple. Vous avez la documentation de l'adultère.
Vous êtes le principal soutien de famille, et vous n'avez aucun intérêt pour un comportement vindicatif. Nous demanderons la garde principale étant donné les circonstances, une division équitable des biens, et nous nous assurerons que les intérêts de votre entreprise sont protégés. Combien de temps cela prendra-t-il, ai-je demandé. Dans cet état, avec ces circonstances, probablement 6 à 9 mois si Jessica ne conteste pas. Plus longtemps si elle se bat, mais la plupart des gens ne se battent pas quand les preuves sont aussi claires. J'ai engagé Sarah sur le champ et lui ai envoyé tout ce que j'avais compilé dans mon dossier de preuves. Elle l'a examiné alors que nous étions encore au téléphone et a sifflé à voix basse. Nathan, c'est l'une des documentations les plus complètes que j'ai jamais vues. Vous avez pratiquement construit tout mon dossier pour moi. Où avez-vous appris à faire ça? Je suis entrepreneur, ai-je dit simplement. Je suis doué pour les détails. À midi, les papiers du divorce étaient rédigés et prêts à être déposés. Sarah agissait vite, sentant probablement que j'avais besoin d'élan pour ne pas m'effondrer. La requête serait déposée cet après-midi-là, et Jessica serait signifiée dans les 48 heures. Une dernière chose, dit Sarah avant que nous raccrochions. Ce personnage, Tyler Brennan, voulez-vous engager des poursuites contre lui? Dans certains États, vous pouvez poursuivre pour aliénation d'affection. Non, ai-je dit, il ne vaut pas mon temps. Jessica a fait le choix de trahir notre mariage. Il était juste la personne avec qui elle a choisi de le faire. Ça aurait pu être n'importe qui. Intelligent. Gardez cet état d'esprit. La voie de la sagesse est toujours la meilleure, même si ce n'est pas ce que l'on ressent. Après l'appel, je me suis assis dans mon bureau et je me suis permis de ressentir tout ce que j'avais retenu. La colère, la douleur, le sentiment de trahison si profond qu'il ressemblait à une blessure physique. Je me suis accordé 10 minutes pour m'effondrer, pour rager et pleurer et digérer le fait que la femme que j'avais aimée pendant plus d'une décennie, la femme avec qui j'avais construit une vie, avait tout jeté pour quelque chose qui n'était même pas réel. Puis j'ai séché mes larmes, redressé les épaules et je me suis remis au travail. J'avais une entreprise à diriger, une fille à élever et une vie à reconstruire. Jessica avait fait son choix. Maintenant, je faisais le mien. Les jours suivants furent un tourbillon d'appels d'avocats, de planification financière et de tentatives de maintenir un semblant de normalité pour Sophie. Eric est resté avec nous pendant tout ce temps, s'occupant des choses pour lesquelles je n'avais pas la tête, s'assurant que Sophie aille à l'école à l'heure, qu'elle ait des repas sains et quelqu'un à qui parler quand elle en avait besoin. Jessica a récupéré ses affaires le jeudi après-midi, comme je l'avais indiqué. Je l'ai observée depuis la fenêtre du bureau charger les valises dans sa voiture, ses mouvements saccadés et agités. Elle a levé les yeux vers la maison plusieurs fois, espérant probablement que je sortirais pour lui donner une chance de s'expliquer. Je ne l'ai pas fait. Les papiers du divorce lui ont été signifiés le vendredi matin. Sarah m'a appelé pour confirmer la livraison. Elle les a pris de l'huissier et s'est immédiatement mise à pleurer. Il a dit qu'elle n'arrêtait pas de répéter que ça ne devait pas se passer comme ça, que vous étiez censé lui donner une autre chance. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant que je n'avais pas vu venir. Car le samedi matin, une semaine après ce premier texto, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Nathan Garrison, dit une voix d'homme. C'est moi. Je suis l'inspecteur Marcus Reeves du bureau du shérif du comté. Je dois vous poser quelques questions sur Tyler Brennan. Ce nom vous dit-il quelque chose? Mon estomac s'est noué. Oui. Il a une liaison avec ma femme. Pourquoi? Monsieur Brennan a été porté disparu il y a 3 jours par son employeur. Son appartement a été retrouvé complètement vidé, ses comptes en banque vidés, son téléphone déconnecté. Nous essayons d'établir une chronologie de ses derniers contacts connus. Quand avez-vous eu une interaction avec lui pour la dernière fois? Je ne l'ai jamais rencontré, ai-je dit honnêtement. Je sais seulement qu'il existe parce que j'ai découvert leur liaison. Inspecteur, qu'est-ce que vous insinuez exactement? Je n'insinue rien, monsieur Garrison. Je rassemble juste des informations. Mais je vais devoir vous parler en personne, ainsi qu'à votre femme. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Sarah. L'amant de ma femme a disparu et la police veut me parler. Qu'est-ce que je fais? Dites la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dit calmement Sarah. Vous n'avez rien à cacher. Mais je viens avec vous à tout interrogatoire de police. Ne leur parlez pas sans ma présence.
L'interrogatoire a eu lieu le lundi matin. L'inspecteur Reeves était professionnel, minutieux et essayait clairement de déterminer si Jessica ou moi avions quelque chose à voir avec la disparition de Tyler. Je lui ai montré toutes mes preuves, expliqué la chronologie, prouvé que je n'avais jamais eu de contact avec Tyler au-delà de la vérification de sa plaque d'immatriculation. « Et votre femme ?» demanda Reeves. « Quand a-t-elle eu son dernier contact avec lui ? Vous devrez lui demander. » « Je ne sais pas. » Mais apparemment, la police lui avait déjà posé la question, car plus tard ce jour-là, Sarah a appelé avec une mise à jour. Jessica a dit à la police que Tyler avait rompu avec elle la nuit où vous l'avez confronté. Il lui aurait envoyé un texto disant qu'il ne pouvait pas gérer le drame et que c'était fini. Elle n'a plus eu de nouvelles de lui depuis. Pense-t-il qu'il lui est arrivé quelque chose, ai-je demandé. Ils ne sont pas sûrs. Il se pourrait qu'il ait juste voulu prendre un nouveau départ ailleurs et couper tous les ponts. Ou autre chose. Quoi qu'il en soit, vous êtes hors de cause. Votre alibi pour la période concernée est solide. L'affaire Tyler a ajouté une couche de surréalisme à une semaine déjà folle. Mais honnêtement, je n'arrivais pas à me soucier de ce qui lui était arrivé. C'était le problème de Jessica, pas le mien. Ce qui m'importait, c'était le message que j'ai reçu de Patricia le mardi. Elle avait réussi à convaincre Jessica de lui rendre visite à la maison de retraite, et apparemment leur conversation avait été éclairante. « Nathan, dit Patricia lorsqu'elle m'appela ensuite. Je dois te dire quelque chose sur Jessica que j'aurais dû te dire il y a des années. Je pensais la protéger, mais je vois maintenant que je ne faisais que l'encourager. Que veux-tu dire ? Jessica a déjà fait ça. Quand elle était à l'université, elle était fiancée à un garçon nommé Christopher. Un garçon adorable. Il l'a traitée comme une princesse. Elle l'a trompé avec son colocataire, lui a brisé le cœur, puis a dit à tout le monde que c'était parce que Christopher était émotionnellement indisponible. Mais ce n'était pas vrai. Christopher était dévasté. Je me suis assis lourdement. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant notre mariage ? Parce qu'elle m'a juré qu'elle avait changé, qu'elle avait mûri, que ce qui s'était passé avec Christopher était une erreur stupide dont elle avait tiré une leçon. Et je voulais la croire, parce que c'est ma fille. La voix de Patricia se brisa. Mais j'avais tort. Elle n'a pas changé du tout. C'est toujours la même fille égoïste qui pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut sans conséquence. Merci de me l'avoir dit, dis-je doucement. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Nathan, tu es un homme bon. Tu mérites mieux que ce que ma fille t'a donné. Et Sophie mérite mieux aussi. Quoi qu'il arrive avec le divorce, sache que je suis de ton côté. J'ai déjà dit à Jessica que si elle essaie de se battre pour la garde ou de s'en prendre à ton entreprise, elle perdra le peu de respect qu'il me reste pour elle. Cette conversation avec Patricia a changé quelque chose en moi. J'avais fonctionné en supposant que la liaison de Jessica était une erreur ponctuelle, un moment de faiblesse qui avait dégénéré. Mais entendre qu'elle avait un schéma de ce comportement, qu'elle l'avait déjà fait et le referait probablement, a dissipé les dernières traces de doute que j'avais quant à savoir si je faisais le bon choix. Le divorce a avancé rapidement après cela. Jessica n'a rien contesté, probablement sur les conseils de Patricia. Nous avons élaboré un accord de garde qui donnait à Sophie un foyer stable avec moi tout en assurant un temps régulier avec sa mère. Les biens ont été divisés équitablement, je gardais l'entreprise et la maison, Jessica prenait sa voiture et la moitié des économies. Pendant tout ce temps, je me suis concentré sur Sophie, je me suis assuré qu'elle avait un suivi psychologique, j'ai maintenu sa routine, je l'ai gardée connectée avec ses amis et ses activités. Eric est resté 2 semaines, et au moment où il est parti, Sophie commençait à s'adapter à la nouvelle normalité. Le divorce a été prononcé par un matin froid de février, 6 mois après que ce texto a tout changé. Je suis sorti du palais de justice en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années, comme si j'avais porté un poids dont je n'avais pas conscience. Jessica a essayé de me parler après, debout sur le parking, les larmes aux yeux. Nathan, je suis tellement désolé pour tout. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je l'ai regardée, cette femme avec qui j'avais passé 12 ans, et je n'ai rien ressenti. Ni amour, ni haine, juste de l'indifférence. Je sais que tu es désolé, ai-je dit. Mais être désolé ne change pas ce que tu as fait. Ça ne reconstruit pas la confiance qui a été détruite. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Jessica. Vraiment. Mais pour moi, c'est fini.
Je suis monté dans mon camion et je suis parti sans regarder en arrière. 1 an plus tard, ma vie est complètement différente. Sophie et moi avons une routine qui fonctionne. Un lien père-fille plus fort que jamais. Mon entreprise est florissante. J'ai acheté une maison plus petite qui est la nôtre, non hantée par les souvenirs d'un mariage raté. J'ai même recommencé à fréquenter quelqu'un, même si j'y vais doucement. La confiance ne vient plus aussi facilement qu'avant, et ça me va. Certaines leçons s'apprennent à la dure. Quant à Jessica, aux dernières nouvelles, elle vivait dans un appartement de l'autre côté de la ville, travaillait à un poste qu'elle déteste, et faisait face à la réalité que ses choix ont des conséquences. Tyler n'a jamais refait surface, bien que la police ait finalement classé son dossier de personnes disparues après avoir déterminé qu'il avait déménagé dans un autre état et recommencé sous un autre nom. Apparemment, Jessica n'était pas la seule femme qu'il menait en bateau. En repensant à tout ça, je ne regrette pas la façon dont j'ai géré les choses. Je n'ai pas perdu de temps à essayer de convaincre quelqu'un qui avait déjà montré qu'il ne m'estimait pas. Je ne me suis pas battu pour sauver un mariage auquel une seule personne était engagée. J'ai protégé ma fille, protégé mes biens et protégé mon amour-propre. Ce texto, ces 4 mots, ne m'appelle pas ce soir, était en fait un cadeau. Ils m'ont forcé à voir la vérité que j'évitais, à cesser de trouver des excuses pour un comportement inexcusable. À me mettre enfin, moi et ma fille, en premier. Parfois, les pires moments de nos vies sont le catalyseur des meilleurs changements. Parfois, être brisé est la seule façon de se reconstruire plus fort. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous vous demandez si vous devez rester ou partir, si vous trouvez des excuses pour quelqu'un qui ne cesse de vous faire du mal, je veux que vous entendiez ceci, vous méritez mieux. Vos enfants méritent mieux. Et avoir le courage de s'éloigner de la trahison, ce n'est pas abandonner. C'est se choisir soi-même. Ce choix m'a sauvé la vie de manière que je découvre encore. Et il pourrait sauver la vôtre aussi. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire a résonné en vous, appuyez sur le bouton s'abonner ou pour plus d'histoires vraies sur la façon de se défendre. Laissez un commentaire sur la façon dont vous auriez géré cette situation. Et souvenez-vous, vous valez plus que le plan B de quelqu'un. Prenez soin de vous. Choisissez les gens qui vous choisissent. Et ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez.